La plupart des hommes courent après l'argent toute leur vie, mais seuls quelques-uns y parviennent. C'est parce que la richesse ne s'obtient pas par chance, elle s'obtient en étudiant les schémas. Chaque homme qui est devenu riche, qu'il s'agisse d'un fondateur de technologie à Paris ou d'un géant de l'immobilier à Montréal, a suivi un modèle prévisible. Le chemin de la richesse n'est pas magique, c'est un choix structurel. Soit vous construisez des systèmes, soit vous les dirigez. Soit vous multipliez le capital, soit vous monétisez des compétences rares. Certains jouent pour les libertés, d'autres pour le pouvoir. Mais tous suivent un chemin inscrit dans leur nature. Environ 70% des millionnaires et des milliardaires ont bâti leur fortune à partir de rien. Pas d'héritage, ni d'avance, juste de la clarté. Par clarté, j'entends savoir quel chemin s'engager et le courage d'y rester assez longtemps pour que des résultats composés apparaissent. Les hommes les plus riches ne sont pas toujours les plus intelligents, ce sont ceux qui comprennent profondément l'argent. Ils savent à quel jeu ils jouent, et ils y jouent mieux que quiconque. Avant de vous mettre au travail aujourd'hui, demandez-vous, quel type d'homme suis-je en train de devenir? Il existe 8 types d'hommes qui s'enrichissent, et toutes les fortunes que le monde ait jamais vues proviennent de l'un d'eux. Décortiquons-les pour que vous puissiez reconnaître votre chemin, le maîtriser et arrêter de gaspiller des années sur le mauvais. Le premier sur la liste est le créateur. Les créateurs voient le monde comme de l'argile et l'argent comme la récompense de l'imagination. Ils inventent, dessinent, écrivent, filment, composent et codent. Ils transforment l'imagination en revenu et l'originalité en opportunité. Chaque fois que la culture change, un créateur se trouve quelque part derrière elle. De Léonard de Vinci à Steve Jobs, des cinéastes de Nollywood aux youtubeurs qui redéfinissent l'éducation et l'art. Maintenant, il est important que vous entendiez ci. Bien qu'il soit important de créer, vous devez savoir que le talent ne vous rend pas riche. Les systèmes le font. Il y a des millions de créateurs doués qui mourront dans l'anonymat, non pas parce que leur travail manquait de brio, mais parce qu'ils n'ont jamais appris le business de leur art. Ils ont passé leur vie à créer, mais jamais à commercialiser. Vincent van Gogh était l'un de ces créateurs qui est mort pauvre. Ses peintures valent des centaines de millions aujourd'hui, mais il ne pouvait pas s'offrir un repas décent de son vivant. Il a peint plus de 900 œuvres, parmi les plus belles que le monde ait jamais vues, et pourtant il n'en a vendu qu'une seule, un seul tableau, de toute sa vie. Et ce n'était pas parce qu'il n'était pas doué, c'était parce qu'il n'a jamais appris à transformer ce génie dans un système. Il créait, mais il ne distribuait pas. Il s'exprimait, mais il ne se brandait pas. Il travaillait seul, sans équipe, sans système, sans structure. Imaginez ce même Van Gogh aujourd'hui avec un téléphone, une connexion Internet, un compte de médias sociaux. Il aurait pu montrer son art à des millions de gens, vendre des tirages, se constituer un public, créer une galerie en ligne, donner des cours, transformer son nom dans un mouvement. Il aurait pu construire un système qui lui permettait de vivre de son art de son vivant, et pas seulement après sa mort. C'est la tragédie de beaucoup de créateurs aujourd'hui. Ils ont le talent de Van Gogh, mais les systèmes d'un artiste affamé. Ils publient et prient. Ils créent, mais jamais ne capturent. Ils dépendent des algorithmes au lieu de bâtir leur propre propriété. Les créateurs sont puissants, mais le pouvoir ne paie pas le loyer. Le pouvoir ne devient que profit que lorsque vous comprenez la distribution, la négociation et la propriété. Le monde moderne a rendu la création plus facile que jamais, mais il a aussi rendu la concurrence brutale. Les réseaux sociaux ont nivelé les règles du jeu. Le même téléphone qui vous permet de publier votre art permet à 10 millions d'autres de publier le leur. Les gagnants ne sont pas toujours les plus talentueux, ce sont ceux qui comprennent profondément l'argent. Ils savent à quel jeu ils jouent, et ils y jouent mieux que quiconque. Avant de vous mettre au travail aujourd'hui, demandez-vous, quel type d'homme suis-je en train de devenir? Il existe 8 types d'hommes qui s'enrichissent. Et toutes les fortunes que le monde ait jamais vues proviennent de l'un d'eux. Décortiquons-les pour que vous puissiez reconnaître votre chemin, le maîtriser et arrêter de gaspiller des années sur le mauvais. Le premier sur la liste est le créateur. Les créateurs voient le monde comme de l'argile et l'argent comme la récompense de l'imagination. Ils inventent, dessinent, écrivent, filment, composent et codent. Ils transforment l'imagination en revenu et l'originalité en opportunité. Chaque fois que la culture change, un créateur se trouve quelque part derrière elle, de Léonard de Vinci à Steve Jobs, des cinéastes de Nollywood aux youtubeurs qui redéfinissent l'éducation et l'art. Maintenant, il est important que vous entendiez ceci. Bien qu'il soit important de créer, vous devez savoir que le talent ne vous rend pas riche, les systèmes le font. Il y a des millions de créateurs doués qui mourront dans l'anonymat, non pas parce que leur travail manquait de brio, mais parce qu'ils n'ont jamais appris le business de leur art. Ils ont passé leur vie à créer, mais jamais à commercialiser. Vincent van Gogh était l'un de ces créateurs qui est mort pauvre. Ses peintures valent des centaines de millions aujourd'hui, mais il ne pouvait pas s'offrir un repas décent de son vivant. Il a peint près de 900 œuvres, parmi les plus belles que le monde ait jamais vues, et pourtant il n'en a vendu qu'une seule, un seul tableau, de toute sa vie.
Et ce n'était pas parce qu'il n'était pas doué, c'était parce qu'il n'a jamais appris à transformer ce génie dans un système. Il créait, mais il ne distribuait pas. Il s'exprimait, mais il ne se brandait pas. Il travaillait seul, sans équipe, sans système, sans structure. Imaginez ce même Van Gogh aujourd'hui avec un téléphone, une connexion Internet, un compte de médias sociaux. Il aurait pu montrer son art à des millions de gens, vendre des tirages, se constituer un public, créer une galerie en ligne, donner des cours, transformer son nom dans un mouvement. Il aurait pu bâtir un système qui lui permettait de vivre de son art de son vivant, et pas seulement après sa mort. C'est la tragédie de beaucoup de créateurs aujourd'hui. Ils ont le talent de Van Gogh, mais les systèmes d'un artiste affamé. Ils publient et prient. Ils créent, mais jamais ne capturent. Ils dépendent des algorithmes au lieu de bâtir leur propre propriété. Les créateurs sont puissants, mais le pouvoir ne paie pas le loyer. Le pouvoir ne devient que profit que lorsque vous comprenez la distribution, la négociation et la propriété. Le monde moderne a rendu la création plus facile que jamais, mais il a aussi rendu la concurrence brutale. Les réseaux sociaux ont nivelé les règles du jeu. Le même téléphone qui vous permet de publier votre art permet à 10 millions d'autres de publier le leur. Les gagnants ne sont pas toujours les plus talentueux, ce sont ceux qui comprennent profondément l'argent. Ils savent à quel jeu ils jouent, et ils y jouent mieux que quiconque. Avant de vous mettre au travail aujourd'hui, demandez-vous, quel type d'homme suis-je en train de devenir ? Les créateurs sont puissants, mais le pouvoir ne paie pas le loyer. Le pouvoir ne devient que profit que lorsque vous comprenez la distribution, la négociation et la propriété. Le créateur a toujours été seul. Il n'a jamais appris à gérer le côté commercial de son art. Il a passé sa vie à créer, mais jamais à commercialiser. Le créateur a toujours été le meilleur écrivain, le meilleur réalisateur, mais il n'a jamais été le meilleur marketeur. Le créateur n'a jamais su comment transformer son génie en un système. Il créait, mais il ne distribuait pas. Il s'exprimait, mais il ne se brandait pas. Il a travaillé seul, sans équipe, sans système, sans structure. Imaginez ce même Van Gogh aujourd'hui avec un téléphone, une connexion Internet, un compte de médias sociaux. Il aurait pu montrer son art à des millions de personnes, vendre des tirages, se constituer un public, créer une galerie en ligne, donner des cours, transformer son nom en un mouvement. Il aurait pu construire un système qui lui aurait permis de vivre de son art de son vivant, et pas seulement après sa mort. C'est la tragédie de nombreux créateurs aujourd'hui. Ils ont le talent d'un Van Gogh, mais les systèmes d'un artiste affamé. Ils publient et prient. Ils créent, mais ne capturent jamais. Ils dépendent des algorithmes au lieu de construire leur propre propriété. Les créateurs sont puissants, mais le pouvoir ne paie pas le loyer. Le pouvoir ne devient profit que lorsque vous comprenez la distribution, la négociation et la propriété. Le monde moderne a rendu la création plus facile que jamais. Mais il a également rendu la concurrence brutale. Les réseaux sociaux ont nivelé les règles du jeu. Le même téléphone qui vous permet de publier votre art permet également à 10 millions d'autres de publier le leur. Les gagnants ne sont pas toujours les plus talentueux, ce sont ceux qui savent transformer l'attention en un système. Si vous êtes un créateur, vous devez comprendre ceci. La plateforme est reine. Vous n'êtes pas propriétaire d'Instagram, vous n'êtes pas propriétaire de YouTube. Vous ne faites que louer de la visibilité. Cela signifie que votre véritable objectif n'est pas seulement de publier, c'est de construire quelque chose qui vous appartient. Cela pourrait être une liste de diffusion, un produit, une marque ou un public fidèle qui peut vous suivre partout. Les créateurs qui durent traitent leur créativité comme une entreprise. Ils apprennent le marketing, la narration, la tarification et la distribution. Ils étudient les modèles économiques de la même façon qu'ils étudient les coups de pinceau, les rythmes ou le montage. Si vous ne pouvez pas apprendre le côté commercial de votre art, vous pouvez vous associer à un partenaire ou un manager. Par exemple, un créateur comme Steve Wozniak s'est associé à Steve Jobs. Walt Disney avait Roy Disney, et ainsi de suite. Vous devez toutefois faire attention. Assurez-vous de toujours avoir une idée du côté commercial de votre art. Vous pouvez écouter des podcasts pendant que vous vous promenez ou lire un livre dans le train. Vous voulez avoir une idée au cas où votre partenaire ou votre manager essaierait de vous tromper. Cela dit, la collaboration transforme la créativité en un empire. C'est parce que les idées ont besoin d'infrastructures et que la vision a besoin de systèmes. Voici comment savoir si vous êtes un créateur. Vous ressentez un besoin profond d'exprimer ce qu'il y a dans vous. Vous devenez agité lorsque les idées restent trop longtemps dans votre tête. Vous vous illuminez lorsque vous créez quelque chose. Vous préférez créer quelque chose de nouveau plutôt que de copier ce qui fonctionne déjà bien. Vous dites souvent « je pourrais faire ça mieux ». C'est votre don. Mais rappelez-vous,
Un don non protégé devient un bardeau. Ne soyez pas seulement l'artiste, soyez l'architecte de votre art. Protégez votre travail. Monétisez votre génie. Parce que si vous n'apprenez pas le business de votre créativité, quelqu'un d'autre le fera. Et il mangera le fruit de votre travail pendant que vous applaudirez toujours votre art. Ensuite vient le bâtisseur. Les bâtisseurs ne rêvent pas, ils construisent. Ils transforment des concepts en entreprises et des systèmes en machines qui fonctionnent sans eux. Leur richesse provient de l'exécution à grande échelle. Ce sont les hommes qui savent que les idées sont bon marché. C'est la structure qui coûte cher. N'importe qui peut dire « je veux démarrer une entreprise ». Mais le bâtisseur dit « cartographions le processus, embauchons les bonnes personnes et rendons-le reproductible ». Voyez-vous, les bâtisseurs pensent en plan. Ils ne courent pas après l'inspiration, ils courent après la structure. Ils veulent savoir comment faire en sorte que cela fonctionne encore et encore sans s'épuiser. C'est ce qui les sépare des rêveurs. Les rêveurs tombent amoureux de la vue d'ensemble. Les bâtisseurs tombent amoureux du processus qui rend l'image réelle. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Un rêveur ouvre un restaurant. Mais un bâtisseur crée un système qui comprend des recettes, la formation du personnel, des réseaux de fournisseurs et transforme ce restaurant en une chaîne. L'un sert des tables, tandis que l'autre sert une vision. C'est la différence. Maintenant, si vous écoutez et vous vous demandez « Comment savoir si je suis un bâtisseur ?» Voici comment. Les bâtisseurs sont obsédés par l'ordre. Vous êtes irrité lorsque les choses ne se passent pas bien. Vous aimez améliorer les systèmes. Vous pensez à l'efficacité même lorsque vous n'essayez pas de le faire. Vous êtes fier de regarder quelque chose que vous avez conçu fonctionner sans que vous ayez à intervenir. Mais voici ce que vous devez savoir. Vous ne naissez pas bâtisseur. Vous le devenez. Vous apprenez à voir le monde à travers les systèmes. Pour devenir un bâtisseur, vous devez documenter votre routine quotidienne, rendre-la reproductible, puis appliquer cette même discipline à votre entreprise, votre équipe et vos finances. Bâtir la richesse, c'est créer un succès reproductible. Et la seule façon d'y parvenir est par le biais de systèmes. Chaque grand bâtisseur a dû s'associer avec des personnes qui voyaient ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Walt Disney avait Roy Disney. Elon Musk a des ingénieurs qui exécutent ses idées. Même McDonald's, ce n'est pas Ray Kroc qui a cuisiné le hamburger. C'était le système construit par les frères McDonald's. C'est la puissance de la collaboration. Un bâtisseur qui s'isole devient un travailleur, mais un bâtisseur qui collabore devient un fondateur. Alors si vous voulez devenir un bâtisseur, voici votre chemin. 1. Commencez par un seul système. Réparez un processus qui vous fait perdre du temps chaque semaine. 2. Déléguez tôt. Les bâtisseurs ne font pas tout. Ils conçoivent la chose qui fait tout. 3. Documentez tout. Si votre succès vit dans votre tête, ce n'est pas encore un système. 4. Pensez à l'échelle. Si cela ne fonctionne parce que vous êtes là, cela ne peut pas grandir. La vision vous excite, mais les systèmes vous rendent riche. Le monde ne paye pas pour des idées, il paye pour l'infrastructure. Et les bâtisseurs sont ceux qui comprennent que l'argent coule vers l'ordre. Le troisième type d'homme qui s'enrichit est l'investisseur. Les investisseurs considèrent tout comme un problème mathématique. Un problème mathématique qui se trouve juste avoir des conséquences émotionnelles. Ils ne courent pas après la dernière nouvelle ou le dernier battage médiatique. Au lieu de cela, ils lisent les schémas, posent les bonnes questions et laissent simplement la patience faire ce que l'agitation simple ne peut jamais faire. La plupart des gens traitent l'investissement comme s'ils jouaient à la loterie. Ils achètent quand tout le monde dit du bien de certaines actions, puis ils paniquent et vendent dès que le prix commence à baisser. Les vrais investisseurs font le contraire. Ils n'essaient pas de chronométrer le marché, c'est impossible. Au lieu de cela, ils font le vrai travail. Ils n'écoutent pas le bruit ni ne courent pas après les gros titres. Ils font leurs recherches sur les entreprises. Ils regardent au-delà des fluctuations quotidiennes du cours de l'action et demandent « Est-ce une bonne affaire ? Ont-ils une gestion solide ? Quelle est leur valeur fondamentale ?» Quand un vrai investisseur décide d'acheter une action, ce n'est pas parce que quelqu'un à la télévision en a parlé. C'est parce qu'il comprend l'entreprise, qu'il aime la valorisation et qu'il a décidé que c'était un bon investissement à long terme. Il s'engage envers l'entreprise malgré le bruit ou le silence du marché.
Quand ils décident d'investir dans une entreprise, ils achètent soit un grand pourcentage en une seule fois, soit s'engagent dans quelque chose appelé la moyenne des coûts d'entrée. Au lieu de parier une énorme somme forfaitaire en une seule fois, ils investissent un montant fixe et manageable selon un calendrier régulier, par exemple tous les mois. Lorsque les prix sont hauts, ils achètent moins d'actions. Lorsque les prix baissent, ils achètent plus d'actions pour le même montant d'argent. Au fil du temps, cela lisse les pics et les creux, éliminant complètement l'émotion de la décision. Un investisseur considère chaque dollar qu'il envoie comme un employé. Vous l'embauchez, vous l'envoyez au travail, et son seul boulot est de revenir avec plus, c'est tout. Si vous voulez être un investisseur prospère, vous devez savoir et ne jamais oublier que l'investissement est 90% psychologie et seulement 10% de stratégie. Vous n'avez pas besoin d'être un gourou capable de prédire chaque mouvement du marché. Vous avez juste besoin d'être quelqu'un qui peut garder la tête froide quand le marché décide de se comporter mal. Parce que la minute où vos émotions prennent le volant, la logique disparaît. Et c'est exactement à ce moment-là que les gens commettent les pires erreurs financières de toute leur vie. Les investisseurs ne paniquent pas quand les choses chutent. Ils ne courent pas. Ils s'y préparent en fait. Ils s'y attendent. Ils savent que le marché monte et qu'il descend. Ce n'est pas un danger pour eux, c'est une opportunité. En matière d'investissement, arrêtez de demander quelle est la chose la plus chaude que je devrais acheter en ce moment. Commencez à demander qu'est-ce que je suis en train réellement de comprendre. Vous ne pouvez investir en toute confiance dans quelque chose que vous ne comprenez pas vraiment. Si c'est de l'immobilier, sortez et apprenez le terrain. Si ce sont des actions, apprenez les entreprises sous toutes les coutures. Si ce sont des startups, comprenez le modèle économique. Une fois que vous comprenez vraiment la valeur, vous arrêtez de réagir au bruit quotidien. Et voici encore une chose. La patience rapporte beaucoup plus que l'agitation ne le fera jamais. Les gens qui s'agitent font des rentrées d'argent rapides. Les investisseurs, en revanche, construisent des flux de richesse. Ils ne précipitent pas le processus, ils accumulent simplement, pièce par pièce. Ils achètent essentiellement du temps. Ils louent du risque et laissent la puissance de la capitalisation faire le travail qu'aucune quantité d'effort humain ne peut jamais égaler. La richesse n'est pas construite par la personne la plus intelligente dans la pièce, ni la plus londeuse. Elle est construite par la plus calme. Par ceux qui sont capables de rester immobiles pendant que tout le monde court dans tous les sens. Le numéro 4 est l'opérateur. Un opérateur est un genre de génie différent. Cette personne n'inventera peut-être jamais la prochaine grande chose, pourtant tout ce qu'elle touche devient plus fort, plus lisse et beaucoup plus rentable. Pensez-y de cette façon. Certaines personnes créent des idées. Les opérateurs transforment ces idées en moteurs qui fonctionnent tous les jours sans s'effondrer. Leur don est la constance, une constance réelle, fiable, jour après jour, celle qui maintient une entreprise en vie longtemps après que l'excitation se soit estompée. Un opérateur se réveille en pensant à la structure. Il réfléchit à la façon d'améliorer un système. Comment rendre les gens plus efficaces? Comment transformer un flux de travail désordonné en un processus propre et reproductible qui produit des résultats encore et encore? Il voit ce que les autres manquent. Là où la plupart des gens voient de la pression, il voit des schémas. Là où la plupart des gens voient des problèmes, il voit des pièces mobiles qui peuvent être réarrangées. Ils s'épanouissent dans des endroits où les autres se sentent dépassés. Vous voyez rarement un opérateur en première page ou dans les tendances. Ils sont généralement derrière la scène, tirant les fils qui maintiennent ensemble toute une opération. Ils dirigent des flottes, des sociétés de logistique, des lignes de distribution, des unités de maintenance, des réseaux d'approvisionnement et tout ce qui maintient une économie en vie. Si vous avez jamais entré dans un endroit où tout fonctionne parfaitement, un opérateur l'a construit. Tout grand rêve a besoin d'un opérateur avant de devenir réalité. Les idées se développent sauvagement jusqu'à ce qu'un opérateur intervienne et leur donne des racines. Les équipes de vente perdent de l'élan jusqu'à ce qu'un opérateur façonne leur flux de travail. Les entreprises brûlent de l'argent jusqu'à ce qu'un opérateur crée de l'ordre. Le talent a du mal jusqu'à ce qu'un opérateur construise des systèmes autour de son travail. Les opérateurs portent une patience particulière. Ils ne précipitent pas le processus. Ils l'étudient. Ils le raffinent. Ils le façonnent jusqu'à ce qu'ils produisent de l'excellence avec très peu d'efforts. Leur esprit fonctionne comme des moteurs, réguliers et précis, axés sur le mouvement et l'amélioration. Ils comprennent les gens. Ils comprennent la pression, ils comprennent le temps, et ils comprennent que tout voyage réussi dépend d'une structure qui peut survivre aux tempêtes. Un opérateur est la personne que vous appelez lorsque tout semble confus. Il intervient, observe tranquillement,
ajuste quelques éléments et soudain toute la machine prend vie. Il ne crie pas, il ne cherche pas l'attention. Il fournit simplement des résultats. Chaque industrie s'élève grâce au travail des opérateurs. Transport, manufacture, technologie, immobilier, soins de santé, énergie, finance. Partout où vous trouvez de l'ordre, vous trouverez quelqu'un qui a maîtrisé l'art des opérations. Alors quand quelqu'un se dit opérateur, il vous dit quelque chose de puissant. Il vous dit qu'il peut apporter de l'ordre au chaos. Il peut transformer de petits systèmes en systèmes solides. Il peut rendre une entreprise réaliste et fonctionnelle. Le numéro 5 est le genre d'homme qui n'a pas besoin de tout savoir. Il n'a besoin que de connaître une chose à un niveau qui semble presque surnaturel. C'est le spécialiste. Ce sont les chirurgiens qui peuvent opérer avec une main ferme pendant que toute la salle retient son souffle. Les ingénieurs qui comprennent si profondément un seul système que des industries entières dépendent de leur jugement. Les consultants qui entrent dans une salle de réunion parlent pendant 20 minutes et en ressortent avec un chèque équivalent au salaire annuel d'un autre homme. Les codeurs qui peuvent résoudre des problèmes que d'autres ne savent même pas décrire. Un spécialiste joue un jeu différent. Il va en profondeur au lieu d'aller en largeur. Il choisit la profondeur plutôt que la variété. Il bâtit une maîtrise si forte que le marché s'adapte autour de lui. Les gens attendent son horaire. Les gens payent son tarif. Les gens suivent ses recommandations. Vous pouvez dire que vous êtes un spécialiste quand vous vous sentez attiré par un seul domaine d'une manière qui frise à l'obsession. Vous perdez la notion du temps en le faisant. Vous vous souciez des moindres détails à l'intérieur. Vous voyez des schémas que les autres négligent. Et lorsque quelqu'un demande de l'aide, vous donnez des réponses si claires qu'il vous regarde comme si vous étiez doué de quelque chose de rare. Mais voici ce qui sépare les spécialistes riches des spécialistes en difficulté. Les riches traitent leurs compétences comme une entreprise. Ils créent un système qui prend leur expertise et la transforme en produit. Ils conditionnent leurs connaissances. Ils bâtissent une entreprise autour d'elle. Ils forment les autres, ils parlent, ils écrivent, ils créent des programmes. Ils multiplient la valeur de ce qu'ils savent, au lieu de tout limiter à leurs deux mains. Pensez aux meilleurs chirurgiens qui ouvrent des cabinets privés. Pensez aux meilleurs ingénieurs qui créent des cabinets de design. Pensez aux consultants qui lancent des entreprises de formation. Pensez aux codeurs qui bâtissent des agences ou des outils logiciels qui fonctionnent même quand ils dorment. Un spécialiste devient puissant une fois qu'il réalise que la maîtrise peut être mise à l'échelle. Votre compétence peut servir une personne à la fois ou des milliers en même temps. Votre connaissance peut rester dans votre tête ou elle peut siéger dans les systèmes, les équipes et les produits qui atteignent des personnes bien au-delà de vous. La collaboration devient également un multiplicateur de force pour les spécialistes. Dès que vous trouvez quelqu'un qui peut gérer les opérations, les ventes ou le marketing, votre valeur monte en flèche. Vous restez concentré sur la seule chose que vous faites à un niveau d'élite et d'autres personnes aident à la porter dans le monde. C'est comme ça que les spécialistes bâtissent de la richesse véritable. C'est comme ça que leur métier survit à leurs heures. Alors si vous vous sentez attiré par la maîtrise d'une discipline, honorez cette attraction. Vous êtes fait pour la profondeur. Transformez cette profondeur en structure. Transformez cette structure en une entreprise. Et transformez cette entreprise dans le moteur dont votre futur dépend. Le numéro 6 est le connecteur. Ce genre d'homme n'a pas besoin de machines, de terrain ou même d'un grand bureau pour bâtir sa richesse. Il n'a besoin que de gens. Les connecteurs sont les constructeurs de richesse les plus sous-estimés dans le monde aujourd'hui. Ils ne créent pas de produits, ils ne gèrent pas d'équipes massives, ils font quelque chose de beaucoup plus puissant. Ils réunissent les bonnes personnes au bon moment et la valeur circule. Ce sont les courtiers qui innovent que laquelle boulanger est en ascension. Ils sont les agents qui savent quel talent est en pleine ascension. Ce sont les influenceurs qui peuvent faire bouger des milliers de personnes avec une seule recommandation. Ils sont les négociateurs qui voient des opportunités bien avant que quelqu'un d'autre ne remarque qu'il se passe quelque chose. Un connecteur s'enrichit en réduisant la distance. La valeur est dans un coin, tandis que la demande est dans un autre coin. Ils se tiennent dans le milieu et comblent le gap. Un appel, une introduction, une relation. C'est tout leur plan de jeu. Leur richesse est basée sur la confiance, sur la réputation, sur la façon dont les gens se sentent après avoir parlé avec eux. Ils entrent dans une room et tout le monde sait qu'ils sont la personne qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Cela seul ouvre des portes que l'argent ne peut forcer à ouvrir. Vous pouvez dire que vous êtes un connecteur quand vous vous sentez passionné par les introductions plus que les transactions. Vous tirez de l'énergie du fait de rassembler les gens. Vous vous souvenez des faces, des compétences, des personnalités et des intentions. Vous voyez des partenariats même avant qu'ils n'existent et les gens viennent naturellement vous demander « Connaissez-vous quelqu'un qui peut aider avec ceci ?» Maintenant, la partie que la plupart des connecteurs manquent. Les relations sont un actif et les actifs ont besoin de structure. Si vous n'organisez pas votre réseau, quelqu'un d'autre profitera de votre effort. Si vous ne branchez pas votre accès, les gens prendront votre valeur à la légère. Si vous ne bâtissez pas un système autour de vos relations, vous passerez des années à aider tout le monde tandis que votre compte bancaire reste le même.
Les connecteurs les plus intelligents évoluent. Ils créent des agences, ils démarrent des salles de marché, ils créent des cabinets de conseil, ils créent des communautés où les relations se multiplient, ils organisent des événements, ils bâtissent des plateformes où ils sont la porte dont les opportunités circulent. Regardez les meilleurs agents de talent, regardez les managers de célébrités, regardez les gens qui siègent aux tables rondes dans les clubs privés, reliant les investisseurs aux fondateurs. Ils créent des écosystèmes où les relations se transforment en flux de revenus. C'est la puissance du connecteur. Votre réseau devient votre moteur. Vos relations deviennent votre levier. Votre réputation devient votre monnaie. Si vous avez le don de rassembler les gens, honorez-le. Nourrissez-le et bâtissez autour d'elle. Lorsqu'un connecteur entre dans sa pleine puissance, la distance disparaît, les opportunités apparaissent et la richesse suit naturellement. Le numéro 7 est l'intellectuel. Les hommes de cette catégorie s'enrichissent d'une manière qui semble presque effortless. Ils ne bâtissent pas de fabriques, ils ne dirigent pas d'équipes massives. Ils s'assoient avec leurs pensées et le monde les paye pour leur clarté. Les intellectuels bâtissent leur richesse avec des idées. Pure pensée, pure perception, pure compréhension. Ce sont les économistes qui expliquent ce qui rend tout le monde confus. Ce sont les auteurs qui écrivent un livre qui change toute une génération. Ce sont les philosophes dont les mots leur survivent une centaine d'années. Ce sont les éducateurs et les chercheurs qui transforment des problèmes confus en frameworks simples et élégants. Un intellectuel ne vend pas de produit, il vend de la perspective. Sa valeur se multiplie chaque fois qu'il parle ou écrit, car une idée puissante peut voyager plus loin qu'il ne le fera jamais. Vous le voyez dans des gens comme Jordan Peterson, Malcolm Gladwell, Morgan Housel, Yuval Noah Harari. Une idée, un framework, une explication révolutionnaire. Soudain, le monde entier écoute, partage, cite et fait attention. Une chose qui rend leur chemin si puissant est le fait que les idées évoluent à l'infini. Vous pouvez enseigner un concept une fois et il peut vivre éternellement. Vous pouvez écrire un livre une fois et il peut rapporter pendant des décennies. Vous pouvez enregistrer un cours une fois et des milliers de personnes peuvent apprendre de vous en même temps. Votre esprit devient une fabrique qui n'est d'or jamais. Mais il y a quelque chose que chaque intellectuel doit apprendre s'il veut transformer la sagesse en richesse. La pensée seule ne traverse pas. La pensée a besoin de structure, d'une scène et de distribution. Il y a des millions de personnes brillantes qui restent invisibles simplement parce qu'elles n'ont jamais bâti un système qui a permis à leurs idées d'être vues. Leurs journaux et leurs bouches sont pleins, mais leurs comptes bancaires sont vides. Les intellectuels les plus intelligents évoluent. Ils bâtissent des marques autour de leurs pensées. Ils simplifient leurs idées en framework que les gens peuvent retenir. Ils créent des newsletters, des podcasts, des livres, des conférences en ligne et des communautés en ligne. Ils se montrent de manière consistante pour que le monde sache où les trouver. Vous pouvez dire que vous êtes intellectuel quand votre esprit vous semble comme votre plus grand atout. Quand vous êtes enthousiasmé par des nouveaux concepts, quand les idées circulent dans vous plus rapidement que votre main ne peut les écrire. Quand les gens viennent vous voir et vous disent « Expliquez-moi ça », vous rendez toujours les choses plus claires. Votre esprit a de la valeur, votre voix a de l'influence, et vos idées ont du levier. Alors si c'est vous, honorez votre don et bâtissez un système autour de votre pensée pour qu'elle puisse traverser plus loin que vous jamais. Dans un monde débordant de bruit, la clarté est rare, et l'homme qui apporte de la clarté sera toujours payé. Enfin le stratège. Il voit le monde différemment. Pendant que tout le monde court après la next page, il joue le long jeu. Les hommes de cette catégorie pensent en décennies, parfois en siècles. Les stratèges font plus qu'accumuler de la richesse. Ils accumulent de l'influence, du pouvoir et un héritage. Ils conçoivent des systèmes où l'argent, les opportunités et le talent se dirigent vers eux. Ils bâtissent des structures qui survivent à leur vie. Pensez aux politiciens qui façonnent des politiques ayant un impact sur des générations. Pensez aux dirigeants institutionnels qui guident les marchés et les industries pendant des décennies. Pensez aux fondateurs de family office qui gèrent la richesse pendant des siècles. Leur richesse est multicouche, elle est financière, sociale et structurelle. Les stratèges comprennent le timing, mais ils créent aussi le timing. Ils se préparent aux événements avant que quiconque ne les voie arriver. Ils cartographient les connexions, conçoivent des alliances et façonnent des réseaux. Ils savent quelles batailles sont importantes et lesquelles éviter. Ils comprennent que l'influence se compose comme l'argent. La bonne introduction, le bon partenariat et la bonne position au bon moment peuvent multiplier leur pouvoir d'une manière qu'une seule entreprise ou un seul investissement ne pourrait jamais faire. Vous pouvez dire que vous êtes un stratège lorsque vous regardez le monde et voyez des schémas. Vous remarquez comment les décisions d'aujourd'hui se répercutent dans le futur. Vous voyez des opportunités dans les changements, les crises et les tendances avant qu'elles ne se produisent. Vous pensez en système et en structure plutôt qu'en transactions. Vous vous concentrez sur l'alignement au lieu du gain à court terme. Les stratèges n'agissent pas au hasard. Ils planifient, ils testent, ils observent et ils se positionnent. Tout a un but et chaque connexion a une raison. Chaque actif qu'ils acquièrent et chaque partenariat qu'ils concluent s'inscrivent dans une vision plus large. La richesse générationnelle est construite sur ce principe.
Le stratège met en place des systèmes qui créent des rendements récurrents dans le temps. Il combine les revenus avec des actifs, l'influence et le leadership pour rendre la richesse autopropageante. Ils enseignent, conseillent et créent des cadres afin que leur impact se multiplie, même lorsqu'ils prennent du recul. Si vous êtes attiré par ce type de pensée, vous le savez déjà. Vous êtes patient d'une manière qui semble contre nature pour la plupart des gens. Vous mesurez les progrès non pas en mois, mais en cycles et en vie. Vous concevez votre vie comme un plan, conscient de la façon dont chaque décision d'aujourd'hui façonnera les décennies à venir. Les stratèges gagnent là où les autres ne font que concourir. Ils ne se battent pas pour des victoires saisonnières, ils construisent des empires capables de survivre aux récessions, aux changements technologiques, aux changements politiques et même aux bouleversements culturels. Ils font de l'argent un suiveur au lieu d'une cible. Alors, si cela résonne en vous, penchez-vous-y. Commencez à penser en système, pas en transaction. Commencez à construire des réseaux qui multiplient l'influence. Commencez à concevoir des structures qui portent le pouvoir à travers les générations. La richesse qui dure est une richesse qui est planifiée, positionnée et jouée pour le long terme. Le stratège se déplace tranquillement, mais au moment où quelqu'un le remarque, le système est déjà imparable. C'est l'homme qui ne fait pas que s'enrichir, il façonne l'histoire, construit des empires et laisse un legacy qui dure longtemps après son départ. Voici les 8 chemins. Le créateur, le bâtisseur, l'investisseur, l'opérateur, le spécialiste, le connecteur, l'intellectuel, le stratège. L'un d'eux est votre chemin. Trouvez-le. Étudiez-le. Maîtrisez-le. Arrêtez de perdre du temps sur des chemins qui ne correspondent pas à votre nature profonde. Le monde paie ceux qui comprennent comment ils sont construits. Lequel êtes-vous? Dites le nom dans la section commentaires. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, aimez et partagez-la avec un homme qui n'a pas découvert son archétype de richesse. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Restez vigilants.